Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la section S13A, donc c'est la première partie là, de la section S13. Donc la section 13, vous allez voir, là, c'est une section qui est peut-être un petit peu plus calculatoire. Là. Si vous voulez, il y a plus de calculs puis de formules, peut-être un petit peu plus de mathématiques. Là. Mais vous allez voir que les autres sections, les sections S14 et S15, ça va être plus des trucs un peu plus conceptualisés, si vous voulez. Okay? Donc, paniquez pas si vous trouvez qu'il y a beaucoup de calculs dans la section S13. Là. C'est normal. C'est une section un peu plus mathématique. Parce que c'est une section qui s'intéresse là, au modèle d'univers. Et c'est sûr que pour faire des modèles d'univers, ben ça repose sur certaines équations qui sont un petit peu peut-être abstraites, si vous voulez. Mais on est quand même capable d'aller tirer des certaines généralités, puis ça nous donne des informations sur comment l'univers se comporte et qu'est-ce qui va lui arriver aussi là dans le futur, comment l'univers va continuer à se comporter, puis qu'est-ce qui va arriver à l'univers dans plusieurs milliards d'années. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que on va en présenter plusieurs modèles d'univers. On va les comparer un petit peu les uns avec les autres, regarder c'est quoi les différences qui existent entre ces différents modèles-là. Et donc, d'entrée de jeu, il faut mentionner les 4 paramètres qui vont être utilisés pour définir des modèles d'univers. Donc, quand on veut justement étudier un peu comme ça l'univers, comprendre un peu comment l'univers a évolué depuis le Big Bang, puis qu'est-ce qui va arriver dans le futur, il faut mettre en relation ces 4 paramètres-là. C'est les 4 variables principaux, les 4 paramètres principaux qui doivent être utilisés là, pour décrire un modèle d'univers. Donc, il y a premièrement le paramètre de Hubble, qu'on connaît bien, la constante H, qui est la même constante là, que dans la loi de Hubble, là, quand on dit V est égal à HD. Donc, la constante de Hubble, qu'on appelle parfois le paramètre de Hubble, ça nous renseigne sur le rythme d'expansion de l'univers. Donc, ça, c'est une variable qu'on connaît. Il y a la masse volumique de la matière, ρm. Donc, la masse volumique, là, vous le savez, c'est égal à la masse divisée par le volume. Okay, donc, c'est des kilogrammes par mètre cube dans le système international. Donc, il y a la masse volumique de la matière. Et ici, il y a la masse volumique du vide. Donc, ça, déjà, peut-être juste en disant ça, la masse volumique du vide, ça vous sonne un peu bizarre. Là. Peut-être que vous dites, ah, il me semble que le vide, ça n'a pas de masse. Pourquoi qu'on parle de la masse volumique du vide? Mais vous allez voir que dans certains modèles, la masse volumique du vide n'est pas zéro. Et finalement, il y a la courbure de l'espace-temps, de la courbure de l'espace, pardon, qu'on va appeler C. La courbure de l'espace, c'est relié un petit peu là à des concepts de relativité générale. Donc, on avait déjà vu là que par exemple, quand on a un objet massif, un objet qui a une masse, qui se trouve dans l'espace-temps, il va courber l'espace-temps. Puis on parlait de courbure de l'espace-temps en relativité générale. Puis on disait entre autres qu'un des effets, c'est que quand vous vous trouvez dans une région où l'espace-temps est beaucoup courbé, ben ça va ralentir le rythme d'écoulement du temps. Donc c'est tous ces paramètres-là qui vont se retrouver là, dans la même équation pour décrire un peu les différents modèles d'univers. Fait que ça, comme je disais, les deux premières variables sont relativement simples, on les connaît. Les deux dernières variables sont un petit peu plus étranges peut-être. Juste un petit mot concernant la masse volumique du vide. Ben c'est ça, c'est sûr que quand on parle du vide, on parle dans le fond là, de l'espace qui se trouve là, entre les galaxies ou entre les amas de galaxies. Donc, il y a quand on parle comme ça du vide, ben, il y a plusieurs personnes qui pensent que le vide, c'est juste rien du tout. Okay, donc, ça ne devrait pas avoir de masse. En fait, ce qui arrive plutôt, c'est que dans l'univers, on pense que même aux endroits où il y a, entre guillemets, rien, là, ben, on pense qu'il y a quand même quelque chose. Okay? On pense qu'il y a quand même une certaine structure, une certaine matière ou un certain fluide, comme ça, une espèce de structure avec des propriétés qui pourraient avoir, entre autres, une certaine masse. Okay? C'est un peu difficile peut-être à imaginer, mais c'est comme si on imagine, par exemple, une bibliothèque. Je vais vous faire un autre exemple un peu plus complexe après. C'est comme si on imagine une bibliothèque. Puis on disait, on a une bibliothèque dans laquelle il y a des livres. C'est comme si chaque livre, c'était des objets qu'il y a dans l'univers. Ça peut être des étoiles, ça peut être des galaxies, ça peut être du gaz, ça peut être des nébuleuses ou peu importe. Donc on a un univers dans lequel il y a des choses. Mais même si on retirait tous les objets dans l'univers, si on retirait là, toutes les étoiles, tous les gaz, toutes les galaxies, tout ça, ben il resterait quand même le meuble comme tel de la bibliothèque. Et ce meuble-là, ce serait comme le vide. Okay? Donc ce serait quand même quelque chose qui a une certaine forme, une certaine structure, une certaine propriété, puis ça pourrait entre autres avoir une certaine masse. Okay? Fait que c'est un petit peu ça l'idée, c'est que
l'espace comme tel, on pense qu'il pourrait avoir une certaine structure avec certaines règles physiques et certains comportements, comme quand on pense par exemple, là, quand on dit un objet qui se déplace dans l'univers, ça crée une courbure dans l'espace. Donc ça veut dire que même aux endroits là où il y aurait rien, ben il faudrait quand même qu'il existe quelque chose qui puisse justement se courber. En tout cas, on pense qu'il y aurait peut-être une certaine structure, une certaine essence là-dedans. Donc peut-être que bon, faut que dans certains modèles, là, on pense que le vide pourrait malgré tout avoir une certaine propriété comme une masse, par exemple. Donc, je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et la quatrième variable, qui est la courbure de l'espace. Ça, dans le fond, comme je dis, c'est vraiment l'analogie, là, que c'est toujours dans la même idée qu'on avait vu en relativité générale, que des objets, on imagine là, que des fois notre espace est comme une espèce de feuille en caoutchouc comme ça qui est flexible, puis quand on place un objet massif, là, qui a une certaine masse, il va courber l'espace-temps. Puis évidemment, un objet qui est plus massif va courber davantage l'espace-temps. Fait qu'on connaît un peu ce concept-là de courbure. Puis en même temps, on sait qu'on a déjà vu ce qui s'appelle le principe cosmologique, hein, qui dit que quand on regarde l'univers à grande échelle, l'univers est pareil partout, hein, il est homogène dans toutes les directions. Donc ça veut dire que si l'univers est homogène partout, et donc que la masse est distribuée de manière uniforme, et que ben, c'est la masse, dans le fond, la gravité qui crée la courbure, ça veut donc dire que la courbure de l'espace, elle doit être la même partout dans tout l'univers, parce que l'univers est partout pareil dans toutes les directions, il est homogène dans toutes les directions par le principe cosmologique. Et ça veut donc dire que pour la courbure, il y a juste trois possibilités qui peuvent exister. Dans le fond, c'est les trois signes. La courbure peut être soit positive, donc une valeur plus grande que 0. Elle peut être soit négative, avec une courbure plus petite que 0, ou être exactement égale à 0. Okay? Et c'est ça. Fait que soit l'univers est entièrement courbé positivement, entièrement courbé négativement ou entièrement avec une courbure égale à 0. Dans l'analogie de l'espèce de feuille de plastique malléable là, qui peut être déformée, ça correspond à ces trois formes-là. Okay? Donc la plus simple, c'est le cas où on aurait une courbure égale à 0. Ce serait l'équivalent de ce qu'on a ici, une espèce de... On pourrait imaginer que l'espace, ce serait une espèce de feuille plate, okay? Une feuille plane, une espèce de plan comme ça, qui pourrait se poursuivre jusqu'à l'infini. Okay? Mais il n'y aurait pas de courbure comme tel, l'univers serait plat. Okay? Donc ça, c'est l'affaire la plus simple à imaginer. Les deux autres sont un petit peu plus difficiles à imaginer. La courbure positive, c'est celle-là ici. Donc si l'espace était courbé tout le temps positivement, donc une courbure plus grande que 0, ce que ça ferait, c'est que ben, si l'espace est courbé partout positivement, c'est qu'éventuellement l'espace finirait par se replier sur lui-même. Il serait comme recourbé sur lui-même, donc ça aurait la forme, là, dans cette analogie-là, la forme d'un ballon, la forme d'une balle, ou en tout cas une sphère. Okay. Et on remarque que ce serait pas quelque chose de fini, ce serait pas quelque chose d'infini, ce serait quelque chose qui aurait une certaine taille finie. Donc dans cette analogie-là, l'espace là, qui a une courbure positive, ici, pardon, celui-là, l'espace qui a une courbure positive aurait une certaine taille qui est finie. Okay. Et lui qu'on n'a pas encore discuté, c'est dans le cas où on aurait une courbure négative. Une courbure négative, c'est un peu bizarre, ça fait comme une feuille qui serait courbée un peu comme en adaptant la forme d'une parabole, si vous voulez. C'est comme une parabole dans une direction, une parabole dans l'autre direction. On se dit que c'est un peu l'analogie, là, ça ressemble un petit peu à la forme d'une selle de cheval. Hein. Quand on fait de l'équitation, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, c'est un peu ça, si on veut comme avoir une représentation visuelle de ça à quoi ça pourrait ressembler, ça ressemblerait à peu près à ça. Okay. Puis, c'est ça, fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que dépendamment de la courbure de l'univers, ben, ça va nous donner certains renseignements, entre autres juste pour ce qui est de la taille. Okay? On remarque que, par exemple, si on a une courbure qui est négative ou une courbure qui est 0, l'espace serait infini. Okay? Donc, il y aurait l'univers serait vraiment infini. On pourrait pas faire le tour de l'univers. Il y aurait pas de limite. Il serait vraiment là infini. Alors que
Quelque chose qui est un peu spécial, c'est que si on a une courbure qui est positive, donc nécessairement l'espace finit par se replier sur lui-même. Puis dans le petit cartoon que vous voyez ici, si on imagine un petit escargot là, avec deux fusils qui lancent deux lasers, par exemple, là, et on remarque que ben, comme l'espace est recourbé, okay, si le petit escargot il lance comme il tire avec ses fusils deux lasers, ben les lasers pourraient éventuellement faire le tour de l'univers puis revenir le frapper lui-même. Okay. Mais c'est juste l'idée que l'univers serait fini. Donc, dans des théories où il y a des univers avec des courbures positives, c'est des univers qui seraient finis. Donc, ce serait possible, en théorie, de faire le tour de l'univers ou d'aller, mettons, visiter toutes les planètes ou toutes les galaxies de l'univers. Il y aurait une certaine taille finie. Il pourrait être très, 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 très grand, genre énorme, mais il serait pas infini. Il serait quand même fini. Okay. Puis sans trop embarquer dans les détails, là, vous remarquez que dans les dessins ici, là, il y a un comportement un peu bizarre au laser ici, c'est que dans une courbure qui est négative, ce qui arrive, c'est que vous voyez quand le petit escargot il tire avec ses deux lasers comme ça, au lieu que ces deux lasers restent toujours à égale distance l'un de l'autre, au lieu de faire deux lignes parallèles comme ça, vous remarquez ça ferait deux lignes qui s'éloigneraient de plus en plus, alors que dans la courbure positive, ça ferait deux lignes qui s'approcheraient de plus en plus, ce qui est un peu bizarre. Okay. C'est ça, sans trop rentrer dans les détails, c'est juste pour vous dire que quand on a un univers qui est courbé, ça va complexifier beaucoup des règles de géométrie qui ont toujours semblé très simples. Okay. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, quand vous allez à l'école, au primaire, là, vous apprenez par exemple un peu des petites lois de géométrie et vous avez sûrement déjà appris par cœur là, que par exemple la somme des trois angles intérieurs d'un triangle c'est égal à 180. Okay. C'est une règle de géométrie de base que bon, la plupart d'entre vous connaissent. Puis ça c'est vrai c'est vrai à condition qu'on se trouve dans un espace qui est plat. Fait que c'est vrai que dans un espace plat, la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés, ça c'est vrai. Okay. Par contre, si vous prenez cette feuille-là, imaginez que c'est une feuille de caoutchouc qui est un peu malléable, qu'on peut déformer. Mais ce qui arrive, c'est que à seconde que vous donnez une courbure à cette feuille-là, cette loi-là n'est plus vraie. Par exemple, si on prend cette feuille-là puis on la courbe positivement, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, c'est vraiment étrange. On pourrait avoir que la somme des angles intérieurs d'un triangle est plus grande que 180. Et même, là, dans ce cas un peu extrême-là, vous voyez, là, vous avez un triangle, comme ça. C'est vraiment ce triangle-là qui a été déformé par une courbure positive. On remarque que ici, là, on a un triangle, et ce triangle-là est formé par trois angles de 90 degrés. Okay. Donc, si on veut juste dire ça comme ça, dans un espace plat, ce serait impossible. Imaginez un triangle dont chacun des trois angles est égal à 90 degrés, ça se peut pas. Okay, ça n'existe pas, mais dans un espace qui est courbé positivement, ça se peut. Okay. Et dans un espace qui serait courbé négativement, ben, ce serait exactement le contraire. Là, la somme des trois angles intérieurs d'un triangle serait plus petite que 180 degrés. Okay. En tout cas, c'est juste pour vous dire que quand il y a une certaine courbure, okay, ça va vraiment un peu bouleverser notre intuition. Ça va faire en sorte que des règles qui étaient vraies ne deviennent plus vraies, puis en tout cas, ça complexifie beaucoup les choses. Puis un exemple simple de ça, que vous avez peut-être déjà remarqué, c'est que quand vous faites des voyages en avion, si vous regardez là, c'est quoi votre position, votre point de départ, votre point d'arrivée. Si vous regardez ça sur la carte du monde, ben on pourrait s'attendre à ce qu'un vol direct là, qui part du point A au point B, on s'attendrait à ce qu'il fasse juste une ligne droite hein, pour passer du point A au point B, parce qu'on se dit que c'est le chemin le plus rapide, peu importe. Puis si vous regardez pendant que l'avion vole, là, des fois on vous donne des petites indications où est rendu l'avion, à quel moment, puis vous allez voir que l'avion, on a l'impression qu'il ne va pas en ligne droite du point A au point B, on a l'impression qu'il fait comme une espèce de détour comme ça, puis qu'il fait comme une trajectoire qui ressemble un peu plus à une parabole. Puis des fois, les gens se demandent pourquoi l'avion fait ça, pourquoi on fait des détours comme ça, c'est parce qu'il y a du vent, c'est parce que, je sais pas, l'avion, il y a un problème, c'est parce qu'il y a un moteur qui fonctionne pas bien. Ben non, c'est qu'en fait, ce chemin-là, ça n'a pas l'air, mais c'est le chemin le plus court entre le point A et le point B. Parce qu'oubliez pas que la planète Terre, c'est pas quelque chose qui est plat, c'est quelque chose qui est courbe. Hein. Et si on pouvait voir cette trajectoire-là vraiment sur le globe terrestre en trois dimensions, on se rendrait compte que ce chemin-là, c'est effectivement le chemin le plus court là, entre le point A et le point B. Quand on regarde ça comme ça, c'est qu'on voit une carte du monde qui est dépliée hein, pour fitter dans un rectangle, dans un espace plat. Donc ça, il y a des déformations. Okay, la vraie géométrie, c'est une géométrie qui est sphérique.
Et si on le voyait en 3D, on verrait que c'est effectivement le chemin qui est le plus court. En fait, quand vous avez des espaces courbés comme ça, le chemin le plus court entre le point A et le point B, c'est pas nécessairement une ligne droite. C'est une trajectoire, c'est une trajectoire qui a une forme quelconque. Ça s'appelle des géodésiques, si jamais vous faites des cours un peu plus avancés à l'université qui parlent de ça. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que quand vous avez des espaces avec des courbures, soit positives ou négatives, ça va complexifier un petit peu les choses, ça va complexifier un petit peu le comportement des phénomènes qui va se produire dans les univers. Quand on a une courbure qui est égale à 0, c'est là que les choses sont les plus simples, en tout cas les plus faciles à calculer puis à prévoir. Okay. En tout cas, tout ça pour vous dire que quand on fait un modèle d'univers, il y a une équation de départ qui est toujours la même. C'est l'équation qui est ici. Okay. C'est l'équation de base là, que Einstein a établie. Et c'est issu de plusieurs calculs compliqués là, avec des relations algébriques. Là, ça vient de la relativité générale, en fait. Et c'est ça. Fait que nous, on voit juste déjà le résultat, qu'est-ce que ça donne. Ça donne une formule qui est relativement simple, okay, mais qui provient de calculs beaucoup plus avancés. Okay. Puis quand on regarde cette formule-là, puis on essaie de la comprendre, on voit que la courbure est égale à quelque chose. Ce quelque chose-là, ça met en relation deux termes. Un terme qui dépend de la masse volumique, en fait qui est la somme de la masse volumique de la matière et de la masse volumique du vide, fois une certaine constante K. Et un autre terme qui est le paramètre de Hubble qui est mis au carré. Okay. Et ce terme-là, vous voyez qu'il est négatif. Ben, c'est soustrait. Fait que c'est ce terme-là moins celui-là. Et ça va donner une courbure. La courbure, on le rappelle, là, elle peut être soit positive, soit négative, soit zéro. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que la courbure va être soit positive, négative ou zéro? Ben, ça va dépendre de ces deux termes-là. Donc, on comprend que le terme qui est relié à la masse, là, à la gravité, si vous voulez, c'est le terme qui va être positif. Donc, on pourrait dire comme ça que quand il y a de la masse dans l'univers, quand il y a de la gravité, ça a tendance à recourber l'espace sur lui-même ou à donner une courbure qui est positive. Alors qu'au contraire, quand vous avez la constante de Hubble, ça on rappelle, là, c'est associé à l'expansion. En plus, la constante de Hubble est grande plus que l'expansion de l'univers est rapide. Donc, l'expansion de l'univers a tendance à, si vous voulez, déplier l'univers, ou en tout cas, à rendre la courbure négative. Okay. Puis, c'est un espèce de... les deux chaque paramètre a son effet. Donc, la gravité essaie de produire de la courbure positive, l'expansion essaie de produire de la courbure négative, puis là, ben, indépendamment lequel des deux est le plus grand, ça va faire en sorte que la courbure peut être soit positive, soit négative, ou soit égale à zéro si les deux influences sont exactement les mêmes. Okay. Fait que c'est un peu ça, en tout cas, fait que ça permet un peu quand même de comprendre qu'est-ce qui se passe dans un modèle d'univers. Fait que c'est une espèce de relation, en tout cas d'opposition là, entre deux principes. Le principe de gravité qui essaie de faire de la courbure positive, puis le principe d'expansion de l'univers qui essaie de faire de la courbure négative. Donc tout ça, ça interagit ensemble, puis ça forme un univers là, qui a une certaine courbure. Okay. Fait que ça, c'est la première équation qu'Einstein avait trouvée, l'équation vraiment de base. Tous les modèles vont tous partir de cette équation de base-là. Et Einstein avait trouvé autre chose aussi. Il avait trouvé une petite équation qui disait que si la masse volumique du vide est exactement égale à la moitié de la masse volumique de la matière, ça va produire un univers qui est statique, qui n'est pas en expansion puis qui n'est pas en contraction. Et c'est d'ailleurs la première idée qu'Einstein avait eue. On en avait déjà parlé dans une section précédente. Là. Einstein, lui, comme ça, juste pour différentes raisons. Là, lui, dans sa tête, il était comme convaincu que l'univers était statique. Lui, il pensait pas que c'était possible, là, au début, un univers qui était en expansion ou en contraction. Lui, il pensait dans sa tête là, que l'univers était statique, qu'il ne bougeait pas, qu'il avait une certaine taille, puis qu'il demeurait toujours avec cette taille-là. Donc lui, il était un peu convaincu là, que l'expansion était zéro, hein, que l'univers ne gonflait pas. Et ça, c'était possible là, au niveau des équations algébriques là, quand la masse volumique du vide est égale à exactement la moitié de la masse volumique de la matière. Donc, dans le tout premier modèle qu'Einstein a proposé, c'est ça qu'il a fait, hein, le modèle d'univers original, là, le tout premier modèle d'Einstein. Donc, il est parti avec l'équation de base qu'on a dit tout à l'heure. Et dans cette équation-là, il a posé que la masse volumique de la matière était exactement égale à la moitié de la masse volumique
la masse volumique du vide égale à la moitié de la masse volumique de la matière, et ça faisait en sorte que la constante de Hubble était égale à 0. Et là, après ça, ben, on simplifie un petit peu, la constante de Hubble égale à 0, puis que la masse volumique du vide égale à la moitié de la masse volumique de la matière, donc ça, on va avoir 3,5 fois la masse volumique de la matière, donc ça va donner ça comme équation. Et la masse volumique de la matière, c'est quelque chose qui est positif, nécessairement, c'est un terme positif, c'est un nombre de kilogrammes par mètre cube, fois une constante qui est positive aussi. Donc, ça donnait une courbure qui était positive. Donc, dans le tout premier modèle d'Einstein, si vous voulez, l'univers était quelque chose de statique, qui avait une courbure positive. Et une courbure positive, on l'a vu tout à l'heure, ça veut aussi dire que l'univers était comme refermé sur lui-même, donc l'univers avait une taille qui était finie. Okay. Donc, ça, c'était comme la toute première idée de Einstein. Okay. On va se rendre compte après que ça fonctionnait pas, parce qu'effectivement, on le sait aujourd'hui que l'univers est en expansion. C'est Hubble qui l'a découvert. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que c'était le tout premier modèle que Einstein avait imaginé. Donc, un univers statique, qui ne gonfle pas, qui n'est pas en expansion, et qui est fini. Okay. Mais Einstein n'a pas été le seul à proposer des modèles d'univers. Il y a d'autres physiciens ou d'autres mathématiciens là, qui ont regardé l'équation d'Einstein et qui sont partis de l'équation de base, hein, qui est ce que je vous disais, l'équation qui est ici. C'est vraiment le point de départ de tous les modèles d'univers. Et en fait, le premier physicien là, qui a fait des modèles avec une masse volumique du vide égale à 0, c'est un physicien là, un physicien russe qui s'appelait Alexandre Friedman. Donc, et lui, dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'il a pris les mêmes équations qu'Einstein. Mais par contre, Friedman, lui, il n'avait pas les mêmes convictions, si vous voulez, qu'Einstein. Einstein, lui, il pensait que l'univers était statique, qu'il pensait pas que l'univers pouvait gonfler ou rapetisser. Friedman, ne ça le dérangeait pas. Ça, il était capable d'imaginer un univers en train de gonfler ou en train de rapetisser, ça le dérangeait pas. Lui, qu'est-ce qui le dérangeait? C'est la masse volumique du vide. Pour lui, le vide, c'était vraiment rien, ça n'avait pas de masse. Donc lui, il était comme convaincu que la masse volumique du vide est égale à 0. Et tout simplement, c'est ce qu'il a fait. Fait qu'il a pris l'équation et il a dit si la masse volumique du vide est égale à 0. Donc l'équation, ça devient ça ici. On a juste simplifié ce terme-là qu'on a posé égal à 0. Et ça a donné lieu à deux modèles différents, si vous voulez. Le premier qui s'appelait l'univers fermé de Friedman et le deuxième qui s'appelait l'univers ouvert de Friedman. Et ça dépendait tout simplement de quel terme était plus grand que l'autre. Hein. Si le terme KOM était par exemple plus grand que h carré, ça veut donc dire que la courbure totale allait être positive. Et une courbure positive, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est replié sur lui-même. On appelle ça un univers qui est fermé. Là, ça forme l'équivalent d'une sphère. Donc ça s'appelle l'univers fermé de Friedman. Et au contraire, si le terme KOM est plus petit que h carré, donc les deux termes ensemble vont donner quelque chose de négatif. Et là, on appelle ça l'univers ouvert de Friedman, parce qu'une courbure négative, c'est l'univers qui a la forme l'équivalente d'une selle de cheval, et ça se poursuit jusqu'à l'infini. Okay. Donc c'est ça. Fait que si on regarde un peu historiquement, fait qu'il y a eu le tout premier modèle d'Einstein. Il y a eu le modèle là, proposé, les deux modèles proposés par Friedman, ouvert de Friedman et fermé de Friedman. Okay. Mais un peu, bon, historiquement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Hubble a découvert que l'univers est en expansion. Il a observé les différentes galaxies et il a observé en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Hubble, qui dit que toutes les galaxies s'éloignent de nous, puis les galaxies, plus elles sont loin de nous, plus elles s'éloignent rapidement. Donc bref, c'était établi maintenant là, que l'univers était véritablement en expansion. Donc c'est là que Einstein s'est rendu compte que son premier modèle dans lequel la constante de Hubble est égale à 0, ça fonctionnait pas, parce que là on observait que l'univers était en expansion. Donc quand Einstein s'est rendu compte de ça, il a repensé à son affaire et il a travaillé là, en équipe avec un autre physicien là, qui s'appelle Wilhelm de Sitter. Et ensemble, ils ont proposé un nouveau modèle, un peu adapté, un peu corrigé, là, qui s'appelle aujourd'hui le modèle d'Einstein de Sitter. Donc, c'est les deux messieurs-là qui ont travaillé ensemble. Et dans ce modèle-là, on sait maintenant que l'univers est on avait comme des preuves que l'univers est en expansion. Donc, dans ce modèle-là, la constante de Hubble n'est pas égale à 0. La constante de Hubble a une certaine valeur, donc l'univers est en expansion. Par contre, ils ont dit que ils ont supposé que non seulement la masse volumique du vide est égale à 0, donc exactement comme Friedman l'avait fait, mais en plus, ils ont supposé aussi que la courbure de l'univers allait elle aussi être égale à 0. Okay? Et donc, ce que ça a donné, c'est que ça a donné un modèle qui est relativement simple, en fait même plus simple que ceux de Friedman, parce que dans le modèle de Friedman, il y avait un seul
élément qui est égal à 0, un seul paramètre qui est égal à 0, alors que dans le modèle d'Einstein de Sitter, ben, il y a deux paramètres qui sont égaux à 0. Okay. Et si on part de l'équation de base, hein, cette équation-là, qui est le point de départ de tous les modèles d'univers, et qu'on pose ρm égale à 0 et courbure égale à 0, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste juste que 0 égale ρm moins h carré. On peut changer le terme h carré de côté. Ça donne juste que h carré est égal à ρm. Donc, c'est cette équation-là qui pourrait décrire le modèle d'Einstein de Sitter. Okay. Le tout premier modèle d'Einstein, on va arrêter d'en parler parce qu'on sait tout de suite qu'il est pas bon, là, vu qu'il y avait de l'expansion. Fait qu'on va vraiment là juste comme comparer ces trois modèles-là. Donc l'univers fermé de Friedman, l'univers ouvert de Friedman et l'univers d'Einstein de Sitter. Okay. Les trois modèles ont quelque chose en commun, c'est qu'on suppose que la masse volumique du vide est égale à 0. La chose qui différencie, les trois ont la même équation, finalement, la seule chose qui différencie, c'est le signe de la courbure. Soit une courbure positive, une courbure négative, ou une courbure qui est exactement égale à 0. Et ce sont les trois formes, là, avec les analogies des feuilles de caoutchouc qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment ces trois modèles-là qui ont été, disons, plus populaires, là, puis qui ont un peu coexisté là, pendant la même époque. Okay. Puis, fait que ça, ces trois modèles-là ont coexisté. Okay. Les gens, même encore aujourd'hui, c'est pas excessivement clair dans lequel de ces trois modèles-là on se trouve. Là. Fait que pendant plusieurs années, les gens se demandaient ouais, lequel des modèles est le bon, est-ce que c'est le fermé de Friedman, l'ouvert de Friedman ou l'Einstein de Sitter. Lui qui était le plus populaire parmi les scientifiques, c'était le modèle d'Einstein de Sitter. C'est parce que c'était Einstein. Bon, peut-être que les gens connaissaient plus Einstein, fait qu'il y avait plus tendance à croire que c'était son modèle le bon. Mais en tout cas, il y avait différentes raisons pour ça. Là. Une des raisons pour lesquelles le modèle d'Einstein de Sitter était le plus populaire, peut-être, c'était que il était un peu plus simple que le modèle ouvert et fermé de Friedman, parce que justement, comme j'ai dit tantôt, il y avait deux paramètres égaux à 0, alors que dans le modèle de Friedman, il y avait seulement un paramètre qui est égal à 0. Okay. Et ça, c'est un peu la nature humaine. En fond, quand on se fait présenter des différents modèles, on dirait qu'on a tout le temps tendance à penser ou peut-être à souhaiter que le modèle le plus simple soit le bon. Okay. C'est comme si on vous disait par exemple que c'est comme si vous aviez cru toute votre vie que les orbites des planètes autour du Soleil étaient des cercles parfaits. Enfin, on pourrait calculer comme ça les vitesses facilement, puis là, quelqu'un vous arrive et vous dit non, j'ai fait des observations, puis là, par exemple, mettons Kepler arrive, il dit j'ai fait des observations, puis je pense que plutôt là, l'orbite des planètes autour du Soleil, c'est pas des cercles parfaits, c'est des ellipses. Alors que là, c'est un petit peu plus compliqué, il y a une excentricité, il y a comme un nouveau paramètre qu'il faut entrer dans nos équations, puis ça fait que la vitesse moyenne, c'est pas juste 2 pi a sur t, c'est 2 pi a sur t font un facteur là, qui est 1 moins l'excentricité au carré à la moins de demi. Les gens vont dire ouais, mais là, ça a l'air bien trop compliqué, ça, c'est sûr que c'est ça. Il me semble que ça doit pas être bon. Ça, c'est beaucoup trop compliqué. Il me semble que ça, c'est beaucoup plus simple. Ça doit être ça, la vérité. Okay. C'est un peu ça. C'est que le modèle d'Einstein de Sitter était plus simple que les autres. Donc, peut-être pour ça que les gens avaient l'impression que c'était lui le bon, ou en tout cas, souhaitaient peut-être que ce soit lui le bon. Okay. Puis l'autre chose, c'est il y avait d'autres genres d'arguments. Il y avait des arguments peut-être de nature un peu plus philosophique ou idéaliste. C'était que dans le modèle fermé de Friedman ou ouvert de Friedman, ce qui arrivait, c'est que la courbure était positive ou négative. Okay. L'affaire, c'est que, mettons dans le modèle fermé de Friedman, il faut que la courbure soit positive. Donc, ça veut dire qu'il faut que ρm soit plus gros que h carré dans l'équation pour que ça donne une courbure positive. Mais, il y a plein de façons que ρm soit plus grand que h carré. Tu sais, ρm peut être 2 fois plus grand que h carré, peut être 3 fois plus grand que h carré, peut être 5,27 fois plus grand que h carré. Même chose pour être plus petit. Il y a plein de façons que ρm soit plus grand que h carré. Alors que dans le modèle d'Einstein de Sitter, pour que ça fonctionne puis que la courbure donne 0, il faut que ρm soit exactement égal à h carré. Fait qu'il n'y a pas plusieurs façons d'avoir cette solution mathématique-là, il y en a juste une façon. Il faut que ce soit juste exactement l'égalité entre les deux termes. Okay. Donc, comme c'est un univers qui avait mathématiquement et algébriquement une solution unique, les gens pensaient que c'était ça, parce qu'ils disaient, tu sais, l'univers, il y en a juste un, il y a pas comme plein d'univers, il y en a juste un, on habite dans un univers il y en a juste un, notre univers est unique, donc si notre univers, physiquement, il est unique, probablement que mathématiquement, il y a aussi une solution qui est unique. Fait qu'en tout cas, c'est
un argument, si vous voulez, là, qui tendait à dire que l'univers dans une chaîne de stars était le bon. Okay. Et c'est sûr qu'on regarde ça aujourd'hui puis qu'on se dit, ben coudonc, les gens, pourquoi ils faisaient pas juste prendre des mesures puis ils auraient pu le déterminer facilement, il me semble, lequel des trois modèles était le bon. Parce que tu sais, quand on regarde ça, on pourrait penser comme ça bêtement que les gens avaient tout simplement à mesurer. On dit on a juste à mesurer tout simplement CoRoM, puis mesurer H carré, puis on va bien voir lequel des termes est plus grand que l'autre, fait que ça va nous dire tout de suite dans lequel des trois modèles d'univers on va se trouver. Ben effectivement, oui, l'idée est pas mauvaise. C'est vrai que si on était capable de mesurer facilement et avec beaucoup de précision CoRoM et H carré, on pourrait déterminer tout de suite dans quel modèle on se trouve. Mais oublions pas que pour mesurer CoRoM, là, ici il y a le terme ρm, la masse volumique de la matière. Okay? Donc il faut mesurer la masse de la matière. Et oublions pas que 95% de la masse dans l'univers, c'est de la masse qui est invisible ou exotique. Okay? Invisible, ça pourrait être de la matière normale qu'on ne voit pas, mais il y a toute là une grande partie qui est de la matière exotique. On avait déjà discuté là, dans un cours précédent, c'est de la matière qu'on ne sait même pas c'est quoi. On sait que c'est pas des protons, pas des neutrons, pas des électrons. Ça peut être d'autres choses. On a juste quelques théories, mais pour vrai, on sait même pas c'est quoi. Okay? Fait que ça, c'est bien difficile de mesurer ça de manière très très précise. Puis l'autre terme qu'il faudrait mesurer, c'est pas même mieux, c'est la constante de Hubble. La constante de Hubble, on le sait que ça vaut à peu près aujourd'hui 65 km par seconde par mégaparsec. Mais comme on en a déjà discuté, c'est une valeur qui est quand même assez imprécise. Elle est prise à peu près à juste plus ou moins 15%. Okay? Puis en plus, ce terme-là, il est au carré. Fait que si on a un terme qui est précis à plus ou moins 15%, puis qu'on le met au carré, ça fait quelque chose qui est très 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 incertain. Fait que ce terme-là, c'est super difficile de le mesurer avec une bonne précision. Ce terme-là aussi, c'est super difficile de le mesurer avec une bonne précision. Donc là, aller savoir lequel des deux termes est plus grand que l'autre, on le sait juste pas. Okay? Donc c'est pas... si on pouvait les mesurer très très précisément, oui, ça serait le fun, mais c'est deux mesures qui sont très 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 difficiles là, à obtenir de manière précise. Okay. Fait que c'est pour ça que pendant plusieurs années, les gens ne savaient pas trop dans lequel des trois modèles on se trouvait. Puis juste en passant aujourd'hui, même aujourd'hui, là, on sait pas exactement dans quel des trois modèles on se trouve, mais le modèle qu'on croit, mettons, être le bon, le modèle le plus à jour, si vous voulez, là, c'est aucun de ces trois modèles-là. C'est ni lui, ni lui, ni lui. C'est comme un autre modèle là, qui s'appelle le nouveau modèle standard. Okay. On va pas en parler tant que ça du nouveau modèle standard, parce que premièrement, il est beaucoup plus compliqué au niveau conceptuel, mais aussi surtout au niveau des calculs. Okay. Puis, il n'y a pas des belles équations algébriques là, qui peuvent être calculées facilement. C'est des calculs qui doivent être faits de manière itérative, là, avec des intégrales numériques, puis ça prend des ordinateurs, puis des programmes, puis des algorithmes numériques là, pour faire des calculs, faire des prévisions, voir qu'est-ce qui va se passer dans plusieurs milliers d'années, milliards d'années, des choses comme ça. Fait que on va pas faire des calculs comme tels dans le cours avec le nouveau modèle standard, mais juste quand même pour vous dire un peu ses caractéristiques. Là. Dans le nouveau modèle standard, vous voyez que il y a une courbure qui est égale à 0. Okay, donc on pense que l'univers est plat. On pense qu'il n'est pas courbé positivement, on pense qu'il n'est pas courbé négativement, donc on pense vraiment qu'il est plat. Mais par contre, on pense qu'il y a une certaine masse volumique associée au vide. Donc on pense que même si on prend une région de l'espace puis qu'on enlève tous les objets qu'il y a dedans, on enlève toutes les étoiles, les planètes et galaxies, on pense qu'il juste la structure comme telle de l'espace ou de l'espace-temps a certaines caractéristiques, puis on pense qu'il y a une certaine masse qui est associée à ça. Okay. C'est ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer des équations qui sont les équations du modèle d'Einstein de Sitter. Donc, le troisième modèle là, qui est ici. Okay. Puis, ça peut avoir l'air bizarre. C'est que là, je vous dis, on va développer les équations du modèle d'Einstein de Sitter. Quand on va faire des calculs, quand vous allez faire des exercices dans le livre, ou quand ça va être, par exemple, l'examen, on va vous demander de faire des calculs avec ce modèle-là. Mais, je vous le dis que on pense pas que ce soit ce modèle-là qui est le bon. Okay? Fait que vous dites, ouais, mais pourquoi on apprend un modèle qu'on sait tout de suite qui est faux puis qu'on va faire des calculs avec? Ben c'est ça, c'est que pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est parce que
c'est un modèle dans lequel il est beaucoup plus facile de faire des calculs parce que c'est un modèle pour lequel on peut développer des équations algébriques qui fonctionnent bien, ce qui n'est pas le cas du nouveau modèle standard. Mais aussi, je veux quand même juste vous dire que le modèle d'Einstein de Sitter, c'est pas qu'il est complètement mauvais. En fait, il ressemble quand même beaucoup au nouveau modèle standard, mais il est beaucoup plus simple. Okay? C'est comme une approximation du nouveau modèle standard, si vous voulez. Okay? Puis, dans le fond, si vous regardez, c'est juste quand même pour vous montrer qu'il est quand même très bien, là, le modèle d'Einstein de Sitter n'est pas complètement mauvais. C'est que quand on veut modéliser l'univers puis avoir un modèle d'univers, ce qu'on veut savoir, entre autres, c'est comment l'univers se comporte dans le temps. Okay? Donc, on veut savoir comment évolue le facteur d'échelle en fonction du temps. Et c'est ce qui nous permet de savoir, par exemple, quand l'univers s'est formé, puis qu'est-ce qui va arriver à l'univers dans le futur. Okay? Donc ici, vous avez les deux courbes là, qui sont comparées l'une à l'autre. Vous avez la courbe du nouveau modèle standard, puis la courbe du modèle d'Einstein de Sitter. Fait que si on regarde en général, qu'est-ce qui se passe, là, comment varie le facteur d'échelle en fonction du temps, ben, c'est quelque chose qui augmente avec le temps. C'est normal parce que l'univers est en expansion. Donc ça veut dire que dans le passé, le facteur d'échelle était petit. Aujourd'hui, on est rendu à facteur d'échelle E égale à 1. Et quand on va aller dans le futur, là, au fur et à mesure que le temps augmente, ben, on va avoir le facteur d'échelle qui augmente de plus en plus. Okay? Dans ce graphique-là, là, vous voyez que le temps actuel, on l'a appelé 0. Quand on est dans le passé, c'est du temps négatif. Quand on va être dans le futur, ça va être du temps positif. Okay? Puis dans le fond, si vous regardez l'échelle ici, c'est en milliards d'années. Okay. Fait que si vous regardez les deux courbes, la courbe du nouveau modèle standard et la courbe de Einstein de Sitter, ben, sont très très proches quand même les unes des autres. Si vous regardez, mettons, là, jusqu'à 5 milliards d'années dans le passé ou jusqu'à 5 milliards d'années dans le futur, le nouveau modèle standard puis le modèle d'Einstein de Sitter, il prévoit presque exactement la même chose. Okay. Là où il y a des différences, c'est quand on regarde vraiment là, à l'origine de l'univers, comme à la création de l'univers, le moment qu'on appelle le Big Bang. Dans le modèle d'Einstein de Sitter, ça se produit il y a 10 milliards d'années, alors que dans nos modèles standards, ça se produit plus là, environ il y a 14,4 milliards d'années. Ça, c'est une des différences qu'il y a entre les deux. Mais quand même, les deux prévoient que dans le futur, l'univers va juste continuer de gonfler. Hein. Le facteur d'échelle va augmenter de plus en plus on va aller vers le futur. Okay. Fait en tout cas, vous le voyez quand même ici que le modèle Einstein de Sitter est quand même très très bon. Il donne à peu près les mêmes résultats qu'un nouveau modèle standard, mais il est vraiment beaucoup plus simple là, au niveau des calculs, au niveau des formules algébriques. Puis ça donne des formules qui peuvent s'écrire, des formules avec des variables qu'on peut remplacer, là, des formules relativement simples qu'on est capable d'utiliser avec les mathématiques que vous connaissez au cégep, là, puis on peut faire des calculs avec ça sans avoir besoin d'utiliser nécessairement des algorithmes mathématiques avec des trucs de programmation puis des calculs numériques là, pour faire nos analyses puis nos calculs. Fait que c'est pour ça qu'on va quand même faire des calculs en utilisant le modèle d'Einstein de Sitter, même si on le sait que bon, c'est pas le modèle qui est tout à fait correct. Là, le vrai modèle qu'on pense être le mieux, c'est le nouveau modèle standard. Mais bon, c'est pas grave. On va travailler quand même avec les équations là, du modèle d'Einstein de Sitter. Puis c'est ça qu'on va faire pour le restant de cette vidéo aussi, c'est de trouver là, les équations des différents paramètres en fonction du temps. Il y a 4 équations qu'on va établir et ces équations-là vont être utilisées dans la prochaine section là, pour décrire un peu le comportement de l'univers. Okay. Puis, pour trouver la première équation, ce qu'on peut remarquer, c'est que, en fait, avant, je veux juste mentionner que quand on est dans un modèle d'univers, ça permet pas juste de faire des calculs, ça permet de comprendre un peu qu'est-ce qui va arriver dans le futur pour l'univers. Par exemple, dans le modèle fermé de Friedman, qu'est-ce qui arrive? C'est que comme le terme corps au m est plus grand que h carré, c'est comme si dans l'univers, éventuellement, il y a plus de gravité que d'expansion. Et ça va faire en sorte que, ultimement, l'univers pourrait juste se recomprimer sur lui-même. C'est comme si la gravité va faire en sorte que toutes les galaxies vont se recombiner ensemble les unes avec les autres. Et ça va faire une grosse recontraction. Ce que les gens appellent parfois le Big Crunch. C'est un peu le contraire du Big Bang. Le Big Bang, c'est quand l'univers s'est mis à gonfler. Le Big Crunch, c'est quand l'univers en viendrait à tout se recomprimer sur lui-même. Okay. Ça, c'est ce qui arriverait dans le modèle fermé de Friedman. Dans le modèle ouvert de Friedman, c'est l'expansion qui est plus grande que la gravité. Donc, ça veut dire qu'à long terme, c'est l'expansion qui remporte. Et ce que ça donne comme destin de l'univers, c'est juste que l'univers gonflerait de plus en plus
de plus en plus vite, et toutes les galaxies finiraient par juste là, se retrouver au milieu là, d'un espace qui est très 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 grand. En fait, les galaxies, même on est, elles pourraient même plus se voir les unes les autres, donc chaque galaxie serait comme juste toute seule. Chaque galaxie penserait qu'elle est juste toute seule dans l'univers, puis pourrait plus voir les autres tellement elles sont loin. Donc ça ferait juste continuer de gonfler de plus en plus. Et le modèle dans la chaîne de Stahl, lui, il est intéressant parce que c'est vraiment une espèce d'équilibre entre les deux. C'est la gravité est égale à l'expansion. Donc ce que ça fait, c'est que l'univers va gonfler. Okay, comme il est en train de gonfler en ce moment, il va gonfler pour toujours, mais ce qui arrive, c'est que la constante de Hubble, elle va diminuer avec le temps. Donc le rythme auquel l'espace gonfle va ralentir au fur et à mesure que le temps augmente, puis même que la constante de Hubble, elle va tendre vers zéro lorsque le temps tend vers l'infini. Okay. Et ça, le fait que l'espace gonfle tout le temps, mais en ralentissant de plus en plus, puis il va comme arrêter de gonfler quand le temps tend vers l'infini. Ça, c'est vraiment une analogie directe avec un concept qu'on a déjà vu, qui s'appelle la vitesse de libération. Okay. Par exemple, si on est à la surface d'une planète puis qu'on lance un objet dans les airs, dépendamment à quelle vitesse on va le lancer, l'objet va se comporter différemment. Par exemple, l'équivalent, c'est que, mettons, on est sur la planète, on est sur la planète Terre, on prend une balle, on la lance vers le haut avec une certaine vitesse. Si on lance la balle moins vite que la vitesse de libération, ben la balle va monter, elle va arrêter, puis éventuellement, elle va retomber. Ça, c'est un peu ce qui se produit dans l'univers fermé de Friedman, c'est-à-dire que l'univers il est en expansion, il ralentit, à un moment donné, il arrête, puis là, il se recomprime. Okay. Dans l'univers ouvert de Friedman, ça c'est si on lance l'équivalent, si on lance un objet avec une vitesse plus grande que la vitesse de libération. Donc là, ce qui arrive, c'est que l'objet va juste s'éloigner tout le temps, il va juste s'échapper de la gravité, puis il va aller se perdre là, très loin dans l'espace. Donc ça c'est dans l'univers ouvert de Friedman, c'est juste que l'espace gonfle de plus en plus, sans arrêt, il n'y a pas de fin, puis la balle, elle va jamais retomber. L'univers va juste gonfler de plus en plus vite. Et dans le modèle d'Einstein de Sitter, c'est un peu le cas limite, c'est vraiment si on lance l'objet à exactement la vitesse de libération. Qu'est-ce qui arrive, c'est que l'objet, au début, on va le lancer, il va partir rapidement, puis là, il va ralentir, il va continuer de s'éloigner de plus en plus, mais en ralentissant de plus en plus. Il va jamais arrêter puis retomber, mais il va aller là, de plus en plus loin, mais sa vitesse va tendre vers zéro quand le temps tend vers zéro. Okay? C'est comme s'il arrivait juste sur le bord de comme arrêter puis retomber, mais il le fera pas. En fond, il va juste comme aller de plus en plus loin, mais sa vitesse va tendre vers zéro quand le temps tend vers zéro. Fait que le modèle d'Einstein de Serre, c'est un peu ça. C'est vraiment juste l'équilibre parfait là, entre l'expansion qui dérape, puis que ça grossit de plus en plus, puis la contraction qui ferait que ça refait un big crunch. C'est vraiment comme l'équilibre exact là, entre les deux. Et cette caractéristique-là permet de trouver la première équation qui fait le lien là, entre la masse volumique de la matière et la constante de Hubble. Okay. On pourrait la trouver d'une autre façon avec des formules plus avancées là, de relativité générale et des choses comme ça, mais il y a une façon de la faire de manière presque même classique, okay, c'est en utilisant cette analogie-là avec la vitesse de libération. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si nous on est sur la Voie lactée, puis qu'on regarde n'importe quelle galaxie dans l'univers, mettons celle-là, okay, on sait que dans le modèle d'Einstein de Sitter, qu'est-ce qui va arriver, c'est que cette galaxie-là, elle va s'éloigner de nous au début, mais sa vitesse va tendre vers zéro quand le temps tend vers zéro. Fait que c'est vraiment l'équivalent comme si on était à la surface d'une planète, si vous voulez, puis que cette galaxie-là était, si vous voulez, lancée avec une certaine vitesse, et la vitesse à laquelle cette galaxie-là est lancée, ce serait vraiment l'équivalent de la vitesse de libération. Qu'est-ce qui va avoir le comportement que la galaxie va s'éloigner de la Voie lactée, mais elle va ralentir de plus en plus, puis c'est ça, elle va atteindre une vitesse, sa vitesse va tendre vers zéro quand le temps tend vers l'infini. Okay. Fait que la façon de modéliser ça, c'est imaginer que vous avez la Voie lactée, et nous on regarde toutes les galaxies dans l'espace, toutes les galaxies s'éloignent de nous, mais on va prendre une galaxie quelconque, on va faire le travail avec cette galaxie-là, on va faire les calculs avec cette galaxie-là. Donc cette galaxie-là, elle se trouve à une certaine distance R de nous. C'est sûr que cette galaxie-là ressent une force de gravité par toutes les autres galaxies, mais il y a un théorème là, qui s'appelle le théorème de Birkhoff là, qui fait intervenir différents éléments de symétrie, et ce qui va arriver, c'est que cette galaxie-là va se faire attirer par toutes les autres galaxies, mais toutes les composantes là, de force de gravité
avec toutes les autres galaxies qui sont à l'extérieur de ce cercle-là vont s'annuler. Dans le fond, les seules composantes non nulles qui vont rester, ou en tout cas les composantes qui s'annulent pas par symétrie, c'est toutes les composantes là, de force de gravité qui sont engendrées par les galaxies qui se trouvent à l'intérieur de de ce cercle-là. On a un cercle de rayons R là, entre nous étant comme le centre, là, puis la galaxie qui se trouve à une certaine distance R de nous. Okay. Donc, on applique le théorème de Birkhoff. Donc, cette situation-là est exactement équivalente à celle-ci. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, avoir cette situation-là ici, là, on sait que l'univers est en expansion. Donc, si entre nous et une galaxie, il y a une distance R, on sait que cette galaxie-là va s'éloigner de nous à une certaine vitesse v, qu'on peut trouver par la loi de Hubble. La loi de Hubble, c'est v est égal à hd. Okay. On va juste appeler la distance r, okay? Donc, comme si c'était un axe radial. Là. On va dire que v est égal à hr. Okay? V étant la distance à laquelle la galaxie s'éloigne de nous. Une galaxie qui est à une distance r de nous s'éloigne à une vitesse v. Okay. Mais on sait que cette vitesse v-là, c'est vraiment l'équivalent de la vitesse de libération. C'est ce qui va faire en sorte que la galaxie va s'éloigner de nous de plus en plus, mais que la vitesse va tendre vers zéro quand le temps tend vers l'infini. Okay. Donc, c'est vraiment une situation équivalente. C'est comme, au lieu d'imaginer des galaxies dans l'espace, imaginez que c'est comme si on était à la surface d'une planète, puis on prenait un objet, puis on le lançait à une vitesse qui était exactement égale à la vitesse de libération. La vitesse de libération, on sait que c'est racine de 2gm sur r. C'est une formule qu'on connaît, qu'on a déjà vu. C'est juste que ici, nous, ce sera pas vraiment une planète avec une masse m. C'est juste qu'on va regarder c'est quoi la masse m qui est contenue à l'intérieur de cette sphère-là de rayon R, parce que dans l'univers, cette sphère-là, elle est en 3 dimensions. Okay. Et donc, comment on va faire pour trouver la masse? Okay. Ben, tout simplement, c'est que la masse de cette région-là de l'univers, c'est égal à la masse volumique de la matière que dans cette sphère-là, multiplié par le volume de cette sphère-là. Puis le volume d'une sphère de rayon R, c'est 4πr3 sur 3. Okay. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est juste un peu de l'algèbre, c'est de remplacer tout ça, puis de mettre tout ça ensemble dans notre équation. Donc, on a que la vitesse de libération, on sait que c'est racine de 2gm sur r. Dans notre analogie à nous, on sait que la vitesse à laquelle s'éloigne la galaxie, qui est la vitesse qui correspond à la vitesse d'éloignement de la loi de Hubble, on sait que cette vitesse-là joue le rôle de la vitesse de libération. Et on sait que la masse ici va être calculée comme étant la masse volumique de la matière fois le volume de la sphère qui est 4πr3 sur 3. Donc on prend cette formule-là, puis on remplace la vitesse de libération par ça ici, et on remplace la masse ici par ça ici. Ensuite, ça c'est juste de l'algèbre, des simplifications. Donc on a HR est égal à racine de 2gm sur R, mais M c'est ça ici. Puis là, vous voyez, il y a des choses qui simplifient. R cube sur R, ça donne R carré. Ça c'est dans une racine, fait que racine de R carré, ça donne juste R. Puis ce R-là se simplifie avec ce R-là. Donc il y a des choses qui s'annulent. Et ça nous donne seulement que la constante de Hubble est égale à racine carrée d'un terme de quelques constantes avec la masse volumique. Okay. Si on sépare, on sort la masse volumique, on peut avoir une racine carrée de la masse volumique. Donc, ce serait ça l'équation. Okay. Cette équation-là, ce serait l'équation qui serait écrite là avec les unités du système international, parce que on part avec cette équation qui est en système international aussi. Donc, on a remplacé des trucs qui sont tous en système international. Donc, en système international, la constante de Hubble, c'est en seconde moins 1. Et la masse volumique, c'est en kilogrammes par mètre cube. Okay. Fait que ça, c'est l'équation qui fait le lien là, entre la constante de Hubble puis la masse volumique de la matière en système international. Mais nous, souvent, là, comme la constante de Hubble, on la note en kilomètres par seconde par mégaparsec, on va faire un changement d'unité. Et tant qu'à faire un changement d'unité, on va changer aussi les unités aussi là, de la masse volumique. Là. Quand on fait de la cosmologie, on a plutôt tendance à noter ça en termes de masse proton par mètre cube. Parce que si on l'écrit en kilogrammes par mètre cube, ce serait extrêmement faible. Okay? Donc on a plutôt tendance à le noter en masse proton par mètre cube. Ça nous donne un peu l'équivalent de combien de protons se trouvent dans chaque mètre cube de matière. Donc vraiment, l'équation qu'on va utiliser, c'est celle-ci. C'est cette équation-là que vous avez sur votre feuille de formule, cette équation-là qui est présentée dans votre livre, mais essentiellement, c'est vraiment la même équation que celle-ci. C'est juste qu'on a changé les unités pour qu'elles soient exprimées dans les unités qu'on utilise plus couramment en astrophysique. Donc, c'est cette équation-là. Donc là, on a la première équation
de 4. Hein. On a 4 équations à trouver pour décrire comme il faut le modèle d'une chaîne de Sitter. Mais on a une première équation. Les autres, vous allez voir, ça va aller plus rapidement pour les trouver. Là. Mais c'est une équation ici qui fait le lien entre la constante de Hubble et la masse volumique de la matière dans l'univers à n'importe quel instant là, dans l'évolution de l'univers. Okay. Il y a une deuxième formule qu'on peut trouver qui est très simple, c'est le lien qu'il y a entre la masse volumique de la matière et le facteur d'échelle. Okay. L'équation, vous la voyez tout de suite, c'est quoi? C'est la masse volumique de l'univers est égale à la masse volumique qu'on a aujourd'hui ou actuellement. Là, le A, ça peut vouloir dire aujourd'hui, ça peut vouloir dire actuel aussi. Fait que c'est égal à la masse volumique de l'univers actuel divisé par le facteur d'échelle exposant 3. Pourquoi le facteur d'échelle exposant 3? On en avait déjà discuté dans une section précédente, parce que le facteur d'échelle, rappelez-vous que de la manière que ça a été défini là, pour comme faire le rapport là, des distances qu'il y a par exemple entre deux galaxies à deux moments différents de l'univers. Donc le facteur d'échelle, c'est vraiment quelque chose qui est comme en une dimension. C'est proportionnel à une distance. Mais par contre, si vous avez quelque chose qui est en deux dimensions, on avait déjà conclu là, que ça allait varier comme le facteur d'échelle au carré. Si vous regardez par exemple l'aire d'un carré, si le facteur d'échelle change, ben, l'aire du carré va varier comme le facteur d'échelle exposant 2 parce que deux dimensions vont changer en même temps. Et si vous aviez un volume, ben si vous changez le facteur d'échelle, le volume va changer comme le facteur d'échelle exposant 3. Puis comme la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume, ben c'est ça, la masse volumique va varier comme le facteur d'échelle exposant 3. Donc l'équation, vous l'avez. C'est pour ça que le facteur d'échelle est exposant 3 dans cette équation-là. Et l'équation va remarquer que ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, le facteur d'échelle est égal à 1. Fait qu'aujourd'hui, la masse volumique de l'univers, c'est juste la masse volumique actuelle. Okay. Si on va dans le futur, le facteur d'échelle va être plus grand que 1. Si on remplace E plus grand que 1 là-dedans, ça va faire une masse volumique plus petite que la masse volumique actuelle. Ce qui est normal, parce que l'univers est en train de gonfler. Fait que plus qu'on va dans le futur, plus que l'univers va être dilué. Et au contraire, si on veut regarder qu'est-ce qui se produit dans le passé, on a un facteur d'échelle qui est plus petit que 1. Si vous mettez un facteur d'échelle plus petit que 1 là-dedans, ce que ça donne, c'est que ça donne une masse volumique qui est plus grande que la masse volumique actuelle, ce qui est normal. Ça fait juste dire que, dans le fond, dans le passé, l'univers était beaucoup plus dense, beaucoup plus compacté que maintenant. Aujourd'hui, on a une certaine valeur, puis l'univers continue de se diluer de plus en plus. Donc, si on va dans le futur, la masse volumique va juste diminuer de plus en plus. Donc, ça, c'est la deuxième formule qui fait le lien entre la masse volumique de la matière qui est dans l'univers et le facteur d'échelle de l'univers à travers le temps. L'autre formule, la troisième, c'est une formule qui fait le lien entre la constante de Hubble, puis en fait, c'est une formule qui va faire le lien entre le facteur d'échelle et le temps. Et comment on peut l'obtenir? C'est qu'on va juste combiner, si vous voulez, ensemble les deux premières équations qu'on a obtenues. Donc la première équation qu'on a obtenue et la deuxième. Puis ça va juste être une espèce de... On appelle ça l'analyse dimensionnelle, juste regarder les unités, comment elles vont varier, c'est quoi le lien qu'il y a entre les unités. Donc si on regarde par exemple cette équation-là, on remarque que la masse volumique de la matière est proportionnelle à 1 sur E3, à 1 sur le facteur d'échelle exposant 3. Et cette équation-là nous montre que l'expansion de l'univers, le paramètre de Hubble, est proportionnel à la racine carrée de la masse volumique. Donc on a ça comme ça. Si on met au carré de chaque côté, ça nous donne h carré proportionnel à rho m. Puis ici, on vient de dire que rho m proportionnel à 1 sur e cube. Donc on a que h carré proportionnel à 1 sur e cube. Et d'autre part, là, h, c'est la constante de Hubble. Fait que oui, des fois on l'exprime en kilomètres par seconde par mégaparsec, mais on peut l'exprimer dans plein d'autres unités. On a déjà vu le nanomètre par année par kilomètre, mais ça reste que c'est une distance sur un temps divisé par une distance. Donc on pourrait toujours comme annuler, si vous voulez, les distances, et ça resterait juste du temps à la moins 1. Fait que on pourrait l'exprimer le paramètre de Hubble soit en seconde à la moins 1 ou en année à la moins 1. Mais bref, quand on le simplifie le plus possible, la constante de Hubble, ça a les unités de 1 sur temps. Okay? Ça peut être des secondes moins 1, par exemple, en tout cas c'est du temps à la moins 1. Okay? Et si on combine donc ces deux équations-là, on sait que h carré est proportionnel à 1 sur e cube, et on sait aussi que h c'est proportionnel à 1 sur t. Okay? Donc h carré ça va être 1 sur t carré, fait qu'on sait que 1 sur t carré proportionnel à 1 sur e cube, on peut juste
inverser ces deux fractions-là. Donc ça donne que e cube proportionnel à t au carré. Et nous, si on veut isoler e, ben on fait tout ça exposant 1/3 de chaque côté. Donc ça nous donne que le facteur d'échelle est proportionnel à t exposant 2/3. Okay? Donc juste en analysant comme ça les unités puis les relations de proportionnalité qui existent entre les variables, on se rend compte que pour que ces deux équations-là soient vraies, ça implique nécessairement que le facteur d'échelle en fonction du temps varie comme une fonction du temps exposant 2/3. Okay. Et d'autre part, on sait que la façon que le facteur d'échelle est défini, c'est que toujours là, le facteur d'échelle est égal à 1 au moment actuel, au temps actuel. Aujourd'hui, en ce moment, le facteur d'échelle est égal à 1. Fait qu'il faut qu'on trouve une équation E en fonction de temps. Il faut que l'équation ait cette dépendance-là. Il faut que E soit proportionnel à t à la 2/3. Et il faut que dans notre équation, si on remplace le temps par le temps actuel, il faut toujours que ça donne un facteur d'échelle égal à 1. Okay. Et il faut que, c'est ça, faut que ça ait le bon comportement. Il faut que E soit plus grand que 1 dans le passé. Il faut que 1 soit plus petit. Faut que E soit plus petit que 1 dans le passé, il faut que E soit plus grand que 1 dans le futur. Fait que si on combine tout ça ensemble, il y a juste une façon d'écrire l'équation, et c'est cette équation-là, qui dit que le facteur d'échelle, en fonction du temps, c'est égal à t sur ta, tout ça exposant 2/3. Fait que ça a la bonne relation de proportionnalité, et ça fonctionne que si vous remplacez t par le temps actuel, ça va donner juste 1. 1 exposant 2/3, ça va donner 1. Fait que dès que vous remplacez le temps par le temps actuel, ça donne toujours un facteur d'échelle égal à 1, et ça a la bonne dépendance dans le temps. Donc ça, c'est la troisième équation qui décrit le modèle d'Einstein de Sitter. Donc c'est qu'on a le facteur d'échelle en fonction du temps. Et la dernière équation, la quatrième équation, c'est une équation qui va permettre là, de lier ensemble directement le temps et la constante de Hubble. Okay. Comment on la trouve, cette dernière équation-là? La façon la plus simple de l'obtenir, c'est de remarquer que la constante de Hubble, justement, ces unités-là, c'est des kilomètres par seconde par mégaparsec, ou d'autres façons de l'écrire, mais ça, c'est une façon de l'écrire. Fait que ça, on voit que c'est comme une vitesse sur une distance, mais une vitesse, c'est quoi? C'est une variation de distance par un temps. On pourrait dire que c'est un delta, c'est une variation d'espace sur une variation de temps. Puis même là, si on regarde avec un élément infinitésimal, là, quand delta est égal à 0, ça revient à être une dérivée. Okay? Donc la constante de Hubble, ça exprime comme la dérivée de l'espace par rapport au temps divisé par unité d'espace. Okay? En termes mathématiques, là, la constante de Hubble, c'est comme la dérivée du facteur d'échelle en fonction du temps divisé par le facteur d'échelle. Puis le facteur d'échelle en fonction du temps, on le sait c'est quoi? C'est l'équation numéro 3 qu'on vient d'obtenir. Fait que ça, c'est une équation qui est facile à dériver. Hein. Vous savez comment, si vous avez fait des cours de maths dérivées, vous savez comment dériver ça. C'est dériver une variable avec une certaine puissance. Fait que si on dérive E par rapport à T, ça va donner là 2/3 fois cette parenthèse-là à la 1/3 fois la dérivée de ce qu'il y a dans la parenthèse. Mais dériver t sur ta par rapport à t, ça va juste donner 1 sur ta, ça va juste être une constante. Fait que c'est ça qu'on a fait ici. Fait que la constante de Hubble, c'est dérivée du facteur d'échelle par rapport au temps sur le facteur d'échelle. La dérivée du facteur d'échelle, comme on disait, c'est 2/3 fois t sur ta à la moins tiers fois la dérivée de qu'est-ce qu'il y a dans la parenthèse par rapport au temps qui est juste 1 sur ta. Et on divise par facteur d'échelle qui est égal à t sur ta à la 2/3. Okay. Donc ça se simplifie beaucoup. Hein. T sur ta à la moins 1/3, on peut l'amener en bas à la 1/3 au dénominateur. Là, on l'a à la 2/3 fois à la 1/3, ça donne juste à la 1. En haut, il nous reste juste 2 sur 3ta. Et quand on divise par une fraction, c'est comme si on multipliait par la fraction contraire. Donc les ta vont s'annuler. Il va juste rester 2 sur 3t. Okay. Fait que, bref, il y a bien des choses qui s'annulent. Ça donne juste que la constante de Hubble est égal à 2 sur 3t. Et si on isole le temps là-dedans, ça donne que le temps est égal à 2 sur 3h. Okay, c'est une façon de l'écrire. On peut l'écrire comme ça, t égale à 2 sur 3h. On pourrait écrire aussi le h est égal à 2 sur 3t. Ça revient exactement au même. Okay, des fois, c'est comme peut-être plus clair d'écrire ça parce que ça montre plus que c'est h en fonction du temps, mais bon, c'est évidemment l'équivalent. Okay. Donc, voilà. Fait que ce qui arrive, c'est que je sais qu'on a fait beaucoup comme de mathématiques, là, puis comme je disais, la section S13, inquiétez-vous pas, elle est peut-être un petit peu plus mathématique, là, un peu plus abstraite peut-être que les autres sections, là. Inquiétez-vous pas, mais juste comme pour résumer un peu ce qu'on a fait, c'est que
Einstein, de par les équations de la relativité générale, là, il a établi une équation qui est le point de départ de tous les modèles d'univers. Okay? Il y a eu plusieurs modèles d'univers qui ont été faits avec cette équation-là. Nous, celui sur lequel on va s'attarder, celui sur lequel on a pris la peine de l'étudier plus en détail puis de développer des équations qu'on va utiliser par la suite, c'est le modèle d'Einstein de Sitter, qui est probablement le modèle le plus simple qui existe parce que deux des quatre paramètres qui est égal à 0. La courbure est égale à 0, la masse volumique du vide est égale à 0. Et avec tous les raisonnements qu'on vient de faire, c'est qu'on a été en mesure d'établir ces quatre équations-là qui font les liens entre les différents paramètres. Okay. Mais regardez, c'est quoi en fonction de quoi? Juste fait comme un petit truc, c'est pour mieux comprendre, c'est qu'on a une équation qui nous donne H en fonction de ρm. C'est-à-dire que si vous connaissez la masse volumique de la matière, vous pouvez calculer le H qui correspond à ça. On a une formule qui fait le lien entre la masse volumique et le facteur d'échelle. Donc si vous connaissez le facteur d'échelle, vous êtes capable de calculer la masse volumique. Puis ici, on a quelque chose qui nous permet de calculer le facteur d'échelle en fonction du temps. Okay. Fait que vous voyez, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que on a une fonction qui donne, on connaît la constante de Hubble en fonction de la masse volumique. La masse volumique, on la connaît en fonction du facteur d'échelle. Puis le facteur d'échelle, on le connaît en fonction du temps. Donc ça veut dire que ultimement, si à n'importe quel temps, on est capable de calculer le facteur d'échelle, c'est-à-dire qu'à n'importe quel temps, on est capable de calculer la masse volumique, c'est-à-dire qu'à n'importe quel temps, on est capable de calculer la constante de Hubble. Fait que c'est ça qu'on a à la fin. C'est-à-dire qu'on est capable de calculer la constante de Hubble en fonction du temps, quand on combine toutes ces équations-là. En fait, ça veut juste dire qu'on est capable de calculer tous les paramètres en fonction du temps. On connaît H en fonction du temps, on connaît le facteur d'échelle en fonction du temps, et donc ça veut dire qu'on est capable aussi de calculer la masse volumique en fonction du temps. Fait que c'est ça l'idée, c'est qu'on est vraiment capable de connaître tous les paramètres en fonction du temps. Donc on est capable de retracer comme ça l'histoire de l'univers. On est capable de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'univers, qu'on appelle le Big Bang, jusqu'à aujourd'hui. On est capable de savoir c'était quoi la masse volumique, c'était quoi le facteur d'échelle, c'était quoi la constante de Hubble qu'il y a eu à différents moments de l'histoire de l'univers, du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on appelle ça un modèle d'univers, ce qui nous permet de décrire l'évolution de l'univers. Et ça nous permet aussi de faire des prédictions sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur, parce qu'on a toutes les équations qui nous disent comment les paramètres comment ils se comportent en fonction du temps. Donc, c'est ça. La première partie de la section S13, c'était pour établir ces quatre équations-là. Et on va arrêter ici pour l'instant, mais dans la prochaine partie, là, dans la section S13b, on va utiliser ces équations-là pour, pour analyser un peu plus qu'est-ce qui se passe, comment ça se comporte, là, entre autres le comportement de la lumière, comment la lumière voyage, ça prend combien de temps voyager d'un point A et un point B dans un univers, dans une chaîne de stars qui est en expansion, en considérant toutes les formules là, qu'on a établies. Donc voilà, fait que ça va être tout pour l'instant, puis on va faire la suite dans la prochaine section. Donc bonne journée et à la prochaine.